Ma sœur jumelle et moi étions toutes les deux enceintes de 8 mois. Lors de sa baby shower, ma mère cruelle a exigé que je donne mon épargne de 17 000 € pour le bébé à ma sœur, disant qu'elle le méritait plus que moi. Lorsque j'ai fermement refusé, en déclarant « c'est pour l'avenir de mon bébé », elle m'a traité d'égoïste, puis m'a soudainement donné un violent coup de poing dans le ventre de toutes ses forces. J'ai immédiatement perdu les os et je me suis évanouie à cause de la douleur, tombant à la renverse dans la piscine. Papa a dit « laissez-la flotter là et réfléchir à son égoïsme ». Ma sœur a ri. Peut-être que maintenant, elle apprendra à partager. Ils sont tous restés là, à me regarder me noyer alors que j'étais inconsciente. 10 minutes plus tard, je me suis réveillée au bord de la piscine, où une invitée m'avait sorti de l'eau. Mais quand j'ai regardé mon ventre de femme enceinte, j'ai hurlé de choc. La première chose que j'ai sentie en reprenant conscience fut le froid humide qui s'infiltrait à travers mes vêtements. Ma vision est lentement devenue nette, révélant le visage inquiet d'une femme que je reconnaissais à peine, penchée au-dessus de moi. C'était l'une des amies de ma sœur jumelle, de son cours de yoga, je crois. Des gouttes d'eau tombaient de mes cheveux sur le béton au bord de la piscine où j'étais allongée, haletante. « Ne bougez pas », dit la femme d'une voix pressante, ses mains tremblant alors qu'elle appuyait une serviette contre mon ventre. Quelqu'un a appelé le 911. Mes mains se sont envolées vers mon ventre, et le cri qui s'est arraché de ma gorge ne ressemblait pas à ma propre voix. La rondeur tendue et gonflée qui était là depuis 8 mois semblait différente. Anormale. Une douleur spasmodique irradiait dans mon abdomen par vagues qui me donnaient envie de vomir. À travers ma vision trouble, je pouvais voir ma sœur jumelle, Nathalie, debout près de la pergola décorée où ses cadeaux de baby shower étaient empilés. Elle ne bougeait pas vers moi. Notre mère se tenait à ses côtés, les bras croisés, ce regard de désapprobation familier gravé sur chaque ligne de son visage. Mon père était assis sur sa chaise près de la maison, détournant délibérément le regard comme si la scène qui se déroulait devant lui n'était qu'une interruption gênante de la fête. L'instructrice de yoga sortit son téléphone avec des doigts tremblants. Du sang se mêlait à l'eau de la piscine sur ma robe, s'étalant comme une tache sombre sur le tissu bleu pâle que j'avais choisi si soigneusement ce matin-là. J'avais pourtant été excitée de célébrer avec Nathalie aujourd'hui, malgré tout. Nous étions censés vivre cette aventure de la grossesse ensemble, nous soutenant l'une l'autre comme des jumelles devraient le faire. Mon bébé, ai-je murmuré, les larmes coulant sur mon visage. S'il vous plaît, mon bébé. La femme dont je ne me souvenais pas du nom continuait de me parler, de me dire que les secours arrivaient, mais je ne pouvais pas me concentrer sur ces mots. Tout ce à quoi je pouvais penser était la conversation qui avait eu lieu peut-être 15 minutes plus tôt, juste avant que mon monde entier ne s'effondre. Je me tenais près de la table des cadeaux, regardant Nathalie ouvrir une autre poussette coûteuse d'un des collègues de son mari. Elle en avait déjà 3. Ma mère s'était approchée de moi avec cette démarche déterminée que j'avais appris à redouter au fil des ans. Nous devons discuter de ton compte épargne, avait-elle annoncé sans préambule, assez fort pour que plusieurs invités à proximité se tournent pour écouter. Les 17 000 € que tu accumules. Le mot « accumuler » m'a fait serrer la mâchoire. J'avais cumulé 2 emplois tout au long de ma grossesse pour économiser cet argent. Chaque euro représentait un double service à l'hôpital, où je travaillais comme archiviste médical, ou une soirée passée à faire de la saisie de données en freelance jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Mon mari, Trevor, travaillait dans la construction et son revenu était stable mais modeste. Nous avions convenu qu'il était essentiel de constituer un filet de sécurité pour notre bébé. Cet argent est pour l'avenir de mon enfant, avais-je répondu, gardant ma voix calme malgré l'anxiété familière qui me nouait la gorge. Les factures d'hôpital, la garde d'enfants, les urgences. L'expression de ma mère s'était durcie en quelque chose de cruel. Nathalie en a plus besoin que toi. Son mari vient de se faire licencier de son entreprise de technologie. Ils ont des difficultés. J'ai jeté un coup d'œil à ma sœur, qui riait avec ses amis en portant une robe de maternité de créateur qui coûtait plus que mon budget d'épicerie pour un mois entier. Avoir des difficultés semblait être un terme relatif dans le monde de Nathalie. Son mari, Derek, avait reçu une indemnité de licenciement substantielle, et ils étaient propriétaires de leur maison grâce à un cadeau de mariage de ses parents. Pendant ce temps, Trevor et moi louions un appartement d'une chambre et allions convertir notre salon en chambre de bébé.
Je suis désolée pour le travail de Derek, avais-je dit prudemment, mais ça ne change rien à mes obligations financières envers mon propre bébé. Égoïste. Ma mère avait craché le mot comme du poison. Tu as toujours été égoïste. Ta sœur a subi tellement de stress avec le licenciement de Derek. Le moins que tu puisses faire, c'est d'aider la famille. L'audace de cette déclaration m'avait presque coupé le souffle. En grandissant, Nathalie avait tout eu en premier. Tout en mieux, tout en plus. La plus belle chambre, la voiture pour son 16e anniversaire alors que je prenais le bus, les frais de scolarité universitaire complets alors que je finançais mes études en travaillant. Nos parents avaient toujours clairement montré qui était leur fille préférée, et ce n'était certainement pas moi. C'est pour l'avenir de mon bébé, avais-je répété fermement, sentant mes mains se poser instinctivement sur mon ventre pour le protéger. Je ne discuterai pas plus de cela. Plusieurs invités avaient complètement arrêté leur conversation maintenant, observant notre échange avec des expressions mal à l'aise. Le visage de ma mère était devenu rouge de rage. « Comment oses-tu me parler de cette façon à la fête de ta sœur » siffla-t-elle en se rapprochant. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies ? Tu es une gamine ingrate et égoïste qui n'a toujours pensé qu'à elle-même. » L'injustice de cette accusation avait fait céder quelque chose en moi. Pendant 28 ans, je m'étais plié en 4 pour essayer de mériter ne serait-ce qu'une fraction de l'amour et de l'approbation qu'il déversait sur Nathalie. J'avais ravalé ma peine d'innombrables fois, trouvé des excuses à leur favoritisme, me convainquant que peut-être, si seulement je faisais plus d'efforts, ils finiraient par voir ma valeur. Non, avais-je dit, et le mot était sorti plus fort que je ne lui avais jamais parlé auparavant. Je ne lui donne pas mon argent. Trouvez un autre moyen d'aider Nathalie si vous êtes si inquiète. Une gifle aurait été prévisible. Ma mère m'avait déjà frappé lors de disputes, toujours là où les bleus ne se verraient pas. Mais le coup de poing dans mon ventre est venu de nulle part. Un mouvement soudain et violent, motivé par une fureur que je n'avais pas anticipée, même de sa part. La douleur avait été instantanée et catastrophique. J'ai senti quelque chose céder en moi. J'ai senti le jaillissement de liquide qui ne pouvait signifier qu'une chose. J'avais perdu les os, mais ce n'était pas le liquide clair dont j'avais lu la description dans les livres de grossesse. Il était teinté de rose, et les crampes qui ont suivi ont fait plier mes genoux. J'avais reculé en titubant, cherchant quelque chose pour me stabiliser, mais il n'y avait rien d'autre que le vide, puis l'eau, alors que je basculais dans la piscine. Le froid a choqué mon système. J'ai essayé de crier, de nager, mais une autre contraction a saisi mon corps, et tout est devenu noir. Les dernières choses que j'avais entendues avant de perdre connaissance étaient la voix froide de mon père disant « Laissez-la flotter là et réfléchir à son égoïsme ». Et le rire de Nathalie suivi de « Peut-être que maintenant, elle apprendra à partager ». Personne n'avait bougé pour m'aider. Ni mes parents, ni ma sœur, ni la trentaine d'invités qui avaient tout vu. Ils étaient simplement restés là à me regarder sombrer sous la surface, inconsciente et en train de saigner. Les ambulanciers sont arrivés, sirène hurlante. Ils m'ont transféré sur une civière tout en posant une rafale de questions que j'avais du mal à assimiler. L'instructrice de yoga qui m'avait sorti de la piscine pleurait en expliquant ce qu'elle avait vu aux secouristes. Elle avait attendu plusieurs minutes, dit-elle, observant pour voir si quelqu'un d'autre aiderait, avant de finalement plonger elle-même quand j'ai commencé à couler. 10 minutes, a répété l'un des ambulanciers, le visage grave en vérifiant mes signes vitaux. Vous êtes resté dans l'eau près de 10 minutes au total. Pas tout le temps, a clarifié la femme, la voix brisée. Au début, elle flottait sur le dos, inconsciente. Je n'arrêtais pas d'attendre que quelqu'un l'aide. Au bout d'environ 7 minutes, elle a commencé à s'enfoncer plus bas dans l'eau, et je ne pouvais plus rester à regarder. Je l'ai sortie immédiatement. Dans l'ambulance, ils m'ont branché à des moniteurs tandis que le véhicule filait vers l'hôpital. Le rythme cardiaque du bébé résonnait dans les haut-parleurs, rapide mais présent. J'ai sangloté de soulagement à ce son, même si une autre contraction m'a fait crier de douleur. Restez avec nous, m'a exhorté l'ambulancière en me serrant la main. Votre bébé se bat encore. Vous devez vous battre aussi. À travers les vitres arrière de l'ambulance, je pouvais voir que nous laissions la maison de ma sœur derrière nous. Personne n'avait essayé de venir avec moi.
Personne de ma famille n'avait même demandé à quel hôpital on m'emmenait. Le dernier aperçu que j'ai eu fut celui de la baby shower de Nathalie qui continuait comme si de rien n'était, les invités retournant à leur gâteau et à leur punch pour célébrer. À l'hôpital, tout est devenu un flou de lumière fluorescente et de voix pressées. On m'a transporté d'urgence en salle d'accouchement où une équipe d'infirmières et de médecins a pris le relais. Quelqu'un a appelé Trevor, qui était au travail quand tout est arrivé. Il est arrivé 20 minutes plus tard, le visage blanc de terreur en faisant irruption dans la chambre. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé, me serrant la main si fort que ça faisait mal. « Ils ont dit que tu avais failli te noyer. »« Comment ?» Entre les contractions, j'ai réussi à lui raconter. J'ai vu son expression passer de la confusion à l'incrédulité, puis à une fureur absolue à mesure que l'histoire se déversait. Ses mains tremblaient quand j'ai eu fini. « Ta mère t'a frappé » a-t-il répété, la voix dangereusement calme. « Alors que tu es enceinte de 8 mois ?» On m'a emmené vers le bloc opératoire pendant que Trevor était dirigé pour enfiler une tenue chirurgicale. Dans le couloir, j'ai aperçu les policiers qui étaient apparemment intervenus sur les lieux en même temps que l'ambulance. L'une d'eux, une femme aux yeux bienveillants, marchait à côté de mon brancard. « Madame, nous devons vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé aujourd'hui, » a-t-elle dit doucement. « Mais cela peut attendre après votre opération. Concentrez-vous sur votre bébé pour l'instant. » L'opération s'est déroulée rapidement. Ils m'ont administré une rachianesthésie, ont érigé un rideau bleu sur ma poitrine, en quelques minutes, j'ai senti des tiraillements et une pression pendant qu'ils travaillaient à faire naître mon bébé. Trevor se tenait près de ma tête, des larmes coulant sur son visage tandis qu'il me murmurait des encouragements. Puis je l'ai entendu, le plus beau son du monde. Le cri de ma fille, faible mais persistant, remplissant la salle d'opération d'une preuve de vie. Un soulagement si intense m'a envahi que je me suis mise à sangloter. « Elle est petite » a annoncé le médecin, mais elle respire toute seule. 1,9 kg. Ils me l'ont amenée brièvement, une minuscule créature au visage rouge qui a ouvert les yeux et a semblé me regarder droit dans l'âme avant qu'il ne l'emporte en néonatologie. Trevor les a suivis, me jetant un regard qui promettait que nous parlerions de la suite. L'opération a continué pendant qu'il réparait les dégâts et retirait mon placenta. J'ai entendu l'équipe médicale discuter de la gravité du décollement placentaire, commentant la chance que nous avions eue que le bébé ait survécu. Apparemment, si l'instructrice de yoga avait attendu ne serait-ce que 5 minutes de plus pour me sortir de la piscine, ma fille n'aurait probablement pas survécu. En salle de réveil, épuisée et endolorie, mais immensément reconnaissante, j'ai enfin eu le temps de tout assimiler. La policière de tout à l'heure est revenue avec son partenaire, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et un calepin. « Madame Patterson », a commencé la policière, « je suis l'agente Lisa Martinez, et voici l'agent James Conway. Nous devons documenter ce qui s'est passé à cette baby shower. La femme qui vous a sorti de la piscine, Sarah Harris, a fourni une déclaration, ainsi que plusieurs autres témoins, mais nous devons l'entendre de votre bouche. » Je leur ai tout raconté. J'ai commencé par le moment où ma mère a exigé que je lui remette mes économies et j'ai parcouru chaque détail jusqu'à mon réveil au bord de la piscine. Les expressions des deux officiers devenaient de plus en plus sombres à mesure que l'histoire se déroulait. « Donc, votre mère vous a frappé à l'estomac avec assez de force pour vous faire tomber dans la piscine », a confirmé l'agent Conway en écrivant rapidement. « Et ensuite, les membres de votre famille ont empêché quiconque de vous aider pendant que vous étiez inconsciente dans l'eau. Mon père leur a dit de me laisser flotter là. Pour réfléchir à mon égoïsme, ai-je dit, les mots ayant un goût amer. Ma sœur Harry a dit que peut-être j'apprendrais à partager. » L'agente Martinez a échangé un regard avec son partenaire que je n'ai pas tout à fait pu interpréter. « Madame Patterson, ce que vous décrivez est une agression avec circonstances aggravantes vu votre état de grossesse. Le fait que votre père et votre sœur aient empêché les secours pourrait potentiellement constituer une tentative de meurtre ou, au minimum, une mise en danger de la vie d'autrui. C'est extrêmement grave. » Le poids de ces mots s'est abattu sur moi. Ma propre mère avait potentiellement essayé de me tuer, moi et mon enfant à naître, pour 17 000 €. Cette prise de conscience m'a donné la nausée. Nous aurons besoin que vous veniez au poste pour faire une déclaration formelle une fois que vous aurez reçu l'autorisation médicale, a poursuivi l'agent Conway.
Nous aurons également besoin d'accéder à tous les dossiers médicaux documentant vos blessures. Avec votre permission, nous obtiendrons les enregistrements de sécurité de la maison s'il y en a. Nathalie a fait installer des caméras pour la sécurité, me suis-je souvenu. Tout autour du jardin. Les officiers ont hoché la tête, satisfaits. Ils m'ont laissé leurs coordonnées et la promesse qu'ils me contacteraient bientôt. Après leur départ, je suis restée allongée dans mon lit d'hôpital, fixant le plafond, essayant de concilier la famille avec laquelle j'avais grandi et les personnes qui étaient restées les bras croisés pendant que je mourais presque. Trevor est revenu de néonatologie avec des photos de notre fille sur son téléphone. Elle était branchée à divers moniteurs et perfusions, si petite dans sa couveuse qu'elle ressemblait à une poupée. Mais elle était vivante et stable, lui avaient assuré les infirmières. Il l'avait appelée Sophia sans moi, a-t-il admis penaud. Mais c'était le nom sur lequel nous nous étions mis d'accord des mois auparavant, donc cela ne me dérangeait pas, la police constitue un dossier, lui ai-je dit doucement. Contre ma mère principalement, mais peut-être aussi mon père et Nathalie. Bien, a dit Trevor avec férocité. Ils devraient tous pourrir en prison pour ce qu'ils ont fait. Je jure devant Dieu, si j'avais été là. Tu nous aurais protégés, ai-je terminé pour lui. Je sais. Au cours des jours suivants, l'histoire a commencé à se répandre. Sarah Harris, l'instructrice de yoga qui m'avait sauvé la vie, avait apparemment filmé les suites de l'agression sur son téléphone avant de plonger dans la piscine. La vidéo ne montrait pas l'agression elle-même, mais elle capturait ma famille debout, ne faisant rien, pendant que je flottais inconsciente, elle capturait les paroles insensibles de mon père et le rire de Nathalie. Elle a remis les images à la police, et que ce soit intentionnel ou non, elles ont également fuité en ligne. Au 3e jour de mon séjour à l'hôpital, la vidéo était devenue virale. Des millions de vues, des milliers de commentaires exprimant l'indignation et le dégoût. Les médias ont repris l'histoire. Ma mère, mon père et ma sœur ont été identifiés via les réseaux sociaux en quelques heures. Le tribunal de l'opinion publique a agi rapidement et sans pitié. L'employeur de Nathalie, une prestigieuse agence de marketing, l'a mise en congé administratif en attendant une enquête. Mon père, qui travaillait comme conseiller financier, s'est retrouvé face à un comité de révision alors que les clients retiraient leurs comptes. Mais c'est ma mère qui a subi les conséquences immédiates les plus dures. Elle travaillait comme enseignante en école primaire et le district scolaire a mis fin à son contrat le jour où la vidéo est devenue virale, citant que ses actions démontraient un manque fondamental du caractère requis pour travailler avec des enfants. Ma mère a essayé de m'appeler 17 fois ce jour-là. J'ai bloqué son numéro après le premier message vocal dans lequel elle hurlait que j'avais ruiné sa vie pour un malentendu et exigeait que je dise à la police que j'avais menti. Nathalie a envoyé des SMS alternant entre des supplications pour obtenir mon pardon et des accusations selon lesquelles j'avais tout orchestré pour attirer l'attention. Mon père a envoyé un seul message, « Tu as détruit cette famille. J'espère que tu es satisfaite. » Je les ai tous supprimés sans répondre. La police a arrêté ma mère le 5e jour. Les chefs d'accusation étaient nombreux, voies de fait graves, agression sur une femme enceinte, mise en danger de la vie d'autrui et tentative de meurtre. L'accusation de tentative de meurtre découlait de l'argument selon lequel me frapper avec une force suffisante pour provoquer un décollement placentaire démontrait une intention de tuer ou, au minimum, une indifférence dépravée à la vie humaine. Mon père et Nathalie ont été arrêtés le lendemain en tant que complices pour avoir empêché les secours. J'ai regardé les images de l'arrestation aux informations depuis mon lit d'hôpital, Sophia dormant dans mes bras. Ma mère avait ouvert la porte en peignoir, ne s'attendant manifestement pas à la police. Quand ils lui ont lu ses droits, elle a en fait essayé de discuter avec eux, insistant sur le fait que tout cela n'était qu'un malentendu amplifié par une fille ingrate. Les officiers étaient restés professionnels en la menottant, ignorant ses protestations de plus en plus stridentes. L'arrestation de Nathalie a eu lieu sur son lieu de travail. Des images de sécurité capturées par le téléphone de quelqu'un ont été partagées en ligne en moins d'1 heure. Elle a été escortée dehors, menottée, sous les yeux de ses collègues, le visage rouge vif d'humiliation. Une partie de moi ressentait une satisfaction sauvage en la voyant subir cette honte publique. Elle avait passé toute notre vie à être la fille célébrée, la fille parfaite qui ne pouvait rien faire de mal. Maintenant, tout le monde voyait qui elle était vraiment.
L'arrestation de mon père a été plus discrète, se produisant à son bureau. Mais les conséquences se sont immédiatement répercutées sur sa vie professionnelle. 3 de ses plus gros clients ont publié des déclarations dans les 24 heures, annonçant qu'ils rompaient leur lien avec lui. L'un d'eux a explicitement mentionné qu'il ne pouvait pas, en bonne conscience, continuer à travailler avec quelqu'un qui dirait au sauveteur de laisser sa fille enceinte se noyer. L'assistante sociale de l'hôpital m'a rendu visite plusieurs fois pendant ces premiers jours, s'enquérant de mon état mental et offrant des ressources pour un suivi psychologique. Elle s'appelait Regina, et elle avait des yeux bienveillants qui se plissaient quand elle souriait à Sophia. « Vous avez traversé une épreuve inimaginable », a dit Regina lors d'une visite, assise sur la chaise à côté de mon lit. Il est normal de ressentir une gamme d'émotions en ce moment. La colère, le chagrin, le choc, même la culpabilité. La culpabilité, ai-je répété en fronçant les sourcils. Pourquoi me sentirais-je coupable? Les survivants le font souvent, a-t-elle expliqué doucement. Ils se demandent ce qu'ils auraient pu faire différemment, s'ils ont d'une manière ou d'une autre provoqué la situation. Mais je veux que vous compreniez clairement une chose. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez fixé une limite raisonnable concernant votre propre argent, et votre mère a répondu par la violence. C'est de sa faute, pas de la vôtre. Ces mots m'ont aidé, bien que la culpabilité s'insinue encore dans les moments sombres. Avais-je été trop dur dans mon refus? Aurais-je simplement dû leur donner l'argent pour maintenir la paix? Mais alors je regardais Sophia, me rappelant que l'agression l'avait presque tuée, et la culpabilité se transformait à nouveau en une juste fureur. Trevor m'a apporté des vêtements de la maison, ainsi que des articles de toilette et mon chargeur de téléphone. Il avait aussi apporté quelque chose d'inattendu, un journal à la couverture en cuir. Le thérapeute à qui j'ai parlé a suggéré que tu pourrais vouloir écrire des choses, a-t-il dit en me le tendant. Pour traiter tout ce qui se passe. Tu n'es pas obligé, mais c'est là si tu en as envie. J'en avais envie. Cette première nuit seule avec mes pensées après que Trevor soit rentré dormir, j'ai ouvert le journal et j'ai commencé à écrire. Les mots se sont déversés en un torrent. Tout, de mes plus anciens souvenirs d'enfance où l'on me comparait défavorablement à Nathalie jusqu'au moment où je me suis réveillée au bord de la piscine. L'écrire le rendait réel d'une manière que le simple fait d'y penser ne faisait pas. Cela a également révélé des schémas que je n'avais jamais pleinement reconnus auparavant. Ma mère avait toujours utilisé l'argent comme un outil de contrôle. Quand j'avais 16 ans et que je voulais participer à un voyage scolaire à Washington, D.C., elle avait refusé de contribuer à moins que j'accepte de donner des cours de maths gratuits à Nathalie pendant tout le semestre. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, elle avait offert un bracelet en diamant à Nathalie la même semaine, en disant que c'était « juste comme ça ». Chaque interaction financière avait des conditions, des clauses qui garantissaient que je restais subordonnée. Les 17 000 € représentaient quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. J'avais gagné chaque centime sans son aide ni son approbation. C'était entièrement et totalement à moi. Et sa demande de le lui remettre visait autant à réaffirmer sa domination qu'à aider Nathalie. Trevor a engagé une avocate, une femme vive d'esprit nommée Patricia Reynolds, spécialisée en dommages corporels et en droit de la famille. Elle a examiné toutes les preuves, les dépositions des témoins, les dossiers médicaux documentant la naissance prématurée de Sophia et mes blessures. Vous avez un dossier incroyablement solide, m'a dit Patricia lors de notre première rencontre, à la fois au pénal, que l'État poursuit, et au civil. Je recommande que nous déposions une plainte pour obtenir des dommages et intérêts pour les frais médicaux, la douleur et la souffrance, la détresse émotionnelle, et des dommages-intérêts punitifs. Je me fiche de l'argent, ai-je dit. Honnêtement, je veux juste qu'il soit tenu responsable. L'argent garantit la responsabilité, a rétorqué Patricia. Il les ruine financièrement de la même manière qu'ils ont essayé de vous ruiner physiquement. De plus, vous aurez des frais médicaux continus pour Sophia. Les bébés prématurés sont souvent confrontés à des problèmes de santé. Les 17 000 € que vous avez économisés pourraient ne pas tout couvrir. Elle avait raison. Le séjour de Sophia en néonatologie coûtait à lui seul des milliers d'euros par jour. Notre assurance couvrait la plupart, mais les franchises s'accumulaient rapidement. La poursuite que nous avons engagée demandait 1,7 million d'euros de dommages et intérêts. La nouvelle du procès a fait les gros titres.
L'opinion publique est restée massivement en ma faveur, avec des inconnus créant des cagnottes en ligne pour aider avec les frais médicaux de Sophia sans que je le sache. En une semaine, des gens que je n'avais jamais rencontrés avaient donné plus de 45 000 euros. La générosité d'inconnus contrastait de manière frappante avec la cruauté de mes propres parents. Sophia est rentrée de néonatologie après 3 semaines. Elle était encore minuscule, à peine 2,3 kg, mais assez en forme pour continuer sa convalescence à la maison. En la tenant dans notre petit appartement, en la regardant dormir paisiblement dans le berceau que Trevor avait assemblé, j'ai ressenti un amour protecteur féroce qui frisait l'animal. Cet enfant ne douterait jamais qu'elle était désirée, valorisée et chérie. Elle n'aurait jamais à se battre pour des miettes d'affection ou à se demander pourquoi elle n'était pas assez bien. La première semaine à la maison a été épuisante d'une manière que je n'avais pas anticipée. Sophia devait manger toutes les 2 heures, et son pédiatre avait donné des instructions strictes sur le suivi de sa prise de poids. Trevor et moi nous relayions la nuit, l'un dormant pendant que l'autre la nourrissait et la changeait. Pendant la journée, nous répondions aux appels constants de Patricia concernant l'affaire, des journalistes demandant des interviews, et des amis bien intentionnés qui voulaient aider mais ne savaient pas comment. J'ai refusé toutes les demandes d'interview. Patricia avait conseillé que parler publiquement pourrait compliquer les procédures judiciaires, mais honnêtement, je n'avais aucune envie de revivre mon traumatisme pour le divertissement des autres. La vidéo que Sarah avait enregistrée était déjà là, fournissant plus qu'assez de carburant à la machine à indignation d'Internet. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était un retour de bâton contre les autres invités de la fête. Les réseaux sociaux en avaient identifié beaucoup à partir de photos publiées avant que tout n'arrive, et ils subissaient leurs propres conséquences. Plusieurs ont perdu leur emploi après que leurs employeurs ont jugé leur inaction incompatible avec les valeurs de l'entreprise. D'autres ont reçu des menaces de mort de la part d'inconnus qui ne pouvaient pas comprendre comment 30 personnes pouvaient regarder quelqu'un se noyer sans intervenir. Une invitée, une femme nommée Caroline, qui travaillait avec Nathalie, s'est même présentée à mon appartement 3 semaines après l'incident. Trevor a ouvert la porte pendant que je nourrissais Sophia dans la chambre. Je dois expliquer, ai-je entendu Caroline dire, la voix suppliante. J'ai besoin qu'elle comprenne que je voulais aider, mais son père. Il a dit à tout le monde de ne pas s'approcher, qu'elle faisait juste sa comédie. Vous avez regardé une femme enceinte se noyer, la couper Trevor, la voix glaciale. Vous avez fait un choix. Maintenant, vous devez vivre avec. Il lui a claqué la porte au nez. Quand il est revenu dans la chambre, il m'a trouvé en train de pleurer en silence, essayant de ne pas déranger Sophia qui tétait. Je suis désolé, a-t-il dit en s'asseyant à côté de moi sur le lit. Aurais-je dû la laisser s'expliquer? Non, ai-je réussi à dire entre 2 larmes. Aucune explication ne rend ça acceptable. Ils ont tous choisi de croire que je faisais ma comédie au lieu de croire que j'étais en train de mourir. Cette nuit-là, j'ai écrit une autre entrée dans mon journal sur la nature des témoins et de la complicité. Sur la facilité avec laquelle chaque invité a dû supposer que quelqu'un d'autre agirait, se convaincre que la situation n'était sûrement pas aussi grave qu'elle en avait l'air. Comment l'attitude méprisante de ma famille leur avait donné la permission d'ignorer leurs propres instincts sur le bien et le mal. Sarah appelait tous les quelques jours pour prendre de nos nouvelles. Elle était devenue une sorte d'héroïne improbable en ligne, les gens louant son courage et sa clarté morale. Mais quand nous parlions, elle semblait fatiguée et secouée. Je n'arrête pas d'y penser, a-t-elle admis lors d'un appel. Je rêve que je te sors de la piscine. Sauf que dans les rêves, j'arrive trop tard. Tu es déjà parti. Mais tu n'es pas arrivé trop tard, lui ai-je rappelé. Sophia et moi sommes toutes les deux là grâce à toi. Je me demande sans cesse qui sont ces gens, a-t-elle poursuivi. Ceux qui pouvaient juste rester là. Sont-ils des monstres ou juste des gens normaux qui ont échoué à un test qu'ils ne savaient pas qu'ils passaient? C'était une question à laquelle je ne pouvais pas répondre. Peut-être que les 2 choses étaient vraies simultanément. Le procès pénal a commencé 8 mois plus tard. Le retard avait été frustrant, mais Patricia a expliqué que la constitution d'un dossier solide prenait du temps, surtout avec des accusations aussi graves que la tentative de meurtre. J'ai témoigné pendant 6 heures sur 2 jours, revivant chaque instant de cet après-midi terrible. Ma mère était assise au banc de la défense, ne ressemblant en rien à la femme qui m'avait élevée.
Elle avait perdu du poids, ses cheveux avaient partiellement grisonné, et elle arborait une expression de martyr moralisateur qui me donnait envie de crier. Son avocat a tenté de plaider qu'elle avait agi dans un moment de folie passagère provoqué par le stress, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me faire du mal, ni au bébé, et que le coup de poing avait été un réflexe plutôt qu'un acte calculé. Le procureur a démoli cet argument en passant la vidéo de Sarah en boucle, soulignant les paroles de mon père et le rire de Nathalie pendant que je flottais inconsciente. Cela ressemble-t-il à une famille préoccupée par une folie passagère, a demandé le procureur. Ou cela ressemble-t-il à une famille qui croit que sa fille méritait de souffrir? Le jury a délibéré pendant 4 heures. Ils ont reconnu ma mère coupable de tous les chefs d'accusation, sauf la tentative de meurtre, qui a été réduite à des voies de fait graves en raison du manque de preuves directes prouvant l'intention de tuer. Elle a été condamnée à 12 ans de prison. Mon père a écopé de 5 ans pour son rôle dans l'obstruction au secours. Nathalie a eu 3 ans de probation et de travaux d'intérêt général, son avocat ayant réussi à plaider qu'elle avait été en état de choc plutôt que délibérément cruelle. Le procès civil s'est avéré encore plus dévastateur pour eux financièrement. Le jury m'a accordé 1,7 million d'euros de dommages et intérêts après avoir entendu le témoignage d'experts sur le traumatisme psychologique à long terme que j'avais subi et les potentiels problèmes de santé continus pour Sophia. Mes parents ont reçu l'ordre de commencer immédiatement à effectuer des paiements sur le jugement. Lorsqu'ils n'ont pas pu respecter l'échéancier, ils ont déposé le bilan, bien que Patricia m'ait déjà prévenu que cela n'effacerait pas la dette puisqu'elle découlait d'un acte criminel intentionnel. Le syndic de faillite a commencé à liquider leurs actifs. D'abord, la maison qu'ils possédaient depuis 26 ans, vendue aux enchères pour moins que sa valeur marchande. Puis les comptes de retraite, bien qu'une grande partie ait déjà été dépensée pour payer la défense juridique. La collection de bijoux de ma mère, y compris des héritages familiaux, a été vendue. Le bateau de mon père, son abonnement au club de golf, tout ce qui avait de la valeur a été converti en espèces pour satisfaire les créanciers et commencer à rembourser ce qu'ils me devaient. Le mari de Nathalie, Derek, a demandé le divorce pendant la procédure de faillite, ayant apparemment atteint sa limite avec le scandale entourant sa femme. L'avocat engagé par Derek était impitoyable, dépeignant Nathalie comme quelqu'un au jugement dangereusement médiocre. Il a réussi à faire valoir que sa condamnation pénale pour avoir empêché les secours démontrait qu'on ne pouvait pas lui faire confiance pour prendre des décisions saines concernant le bien-être de leur fils. Le juge a été d'accord, accordant à Derek la garde principale, Nathalie ne bénéficiant que de visites supervisées jusqu'à ce qu'elle termine une thérapie et des cours de parentalité ordonnés par le tribunal. La vente de la maison s'est faite rapidement. Mes parents possédaient cette maison coloniale de 4 chambres depuis 26 ans, l'endroit où Nathalie et moi avions grandi. Je suis passée devant un après-midi après la vente, curieuse de voir qui avait acheté la propriété où tant de ma douleur d'enfance s'était déroulée. Un jeune couple emménageait, la femme visiblement enceinte, l'homme portant des cartons tout en riant de quelque chose qu'elle avait dit. J'espérais qu'ils y seraient heureux. J'espérais que leur enfant grandirait dans un foyer rempli d'amour au lieu de favoritisme et d'affection conditionnelle. La maison elle-même n'était pas mauvaise. Elle avait juste abrité des gens qui l'étaient. Patricia m'a tenu au courant de la dissolution financière de la vie de mes parents. La faillite leur avait accordé un répit temporaire vis-à-vis des autres créanciers, mais le jugement contre eux restait exécutoire. Ils étaient tenus d'effectuer des paiements mensuels basés sur les revenus qu'ils pouvaient générer, ce qui n'était pas beaucoup étant donné leur casier judiciaire et leur réputation détruite. Le cabinet de conseil financier de mon père s'est complètement effondré après sa condamnation, son partenaire commercial le rachetant pour une fraction de la valeur de sa part. La pension de retraite d'enseignante de ma mère a été saisie. Je me souvenais de ses bijoux, la bague en saphir antique que ma grand-mère avait portée, le collier de perles qui était dans la famille depuis 3 générations. Ma mère avait toujours dit qu'ils iraient un jour à Nathalie, un autre héritage dont je serais exclue. Maintenant, il serait vendu aux enchères à des inconnus pour aider à payer son crime. Le divorce de Derek et Nathalie est devenu définitif à peu près au même moment que le dépôt de bilan. Il avait obtenu la garde principale de Cameron, leur fils, Nathalie bénéficiant de visites supervisées. L'arrangement supervisé découlait des préoccupations soulevées lors de l'audience de garde concernant son jugement et ses capacités de prise de décision.
Le juge a déterminé que jusqu'à ce que Nathalie suive une thérapie approfondie et démontre une véritable réhabilitation, elle représentait un risque potentiel pour le bien-être de Cameron. J'ai appris ces détails non pas par contact avec ma famille, mais par les archives publiques et les mises à jour occasionnelles de personnes qui avaient encore des liens avec ce monde. Mon ancienne voisine de la rue de mes parents m'a envoyé un message disant qu'elle avait vu Nathalie emménager seule dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, portant des cartons jusqu'à un appartement au 2e étage. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans, a écrit la voisine. Je l'ai à peine reconnue. Je n'ai pas répondu. Toute sympathie que j'aurais pu ressentir était enfouie sous le souvenir de son rire alors que je me noyais. Pendant tout ce temps, le bébé de Nathalie était né en bonne santé et à terme. Un garçon qu'elle a nommé Cameron. Je ne le savais que parce que c'était de notoriété publique, pas parce que quelqu'un me l'avait dit. Nous n'avions plus de contact. Le lien gémellaire dont les gens parlaient toujours semblait être une mythologie. En la regardant, je ne ressentais rien d'autre que le fantôme de ce qui aurait pu être si nous étions nés dans une famille différente. Trevor et moi avons déménagé dans un autre état une fois que tout a été réglé juridiquement. Nous avons utilisé une partie de l'argent du règlement pour acheter une petite maison avec un jardin où Sophia pourrait jouer. Le reste a été placé dans un fonds en fiducie pour son éducation et son avenir. Les 17 000 € que j'avais initialement économisés sont restés intacts dans un compte séparé, un rappel de ce qu'il en avait coûté pour les protéger. Le déménagement lui-même a été libérateur. Nous avons choisi une ville avec laquelle aucun de nous n'avait de lien, où personne ne connaissait notre histoire ni ne nous reconnaissait de la vidéo virale. Trevor a trouvé du travail dans une entreprise de construction qui appréciait son expérience, et j'ai pris quelques mois de congé pour me concentrer sur Sophia avant de chercher un emploi. Notre nouvelle maison était un modeste plain-pied de 3 chambres avec un jardin clôturé et des arbres matures qui fournissaient de l'ombre en été. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à nous. Acheté sans l'aide ni les conditions de personne. J'ai planté un jardin ce premier printemps, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais pour lequel je n'avais jamais eu l'espace dans notre appartement. Sophia a fait ses premiers pas dans ce jardin, chancelant entre Trevor et moi pendant que nous l'encouragions. Elle avait 14 mois, légèrement en retard en raison de sa naissance prématurée, mais son pédiatre nous a assuré qu'elle se développait parfaitement. En la regardant prendre confiance à chaque pas, j'ai pensé à quel point son enfance serait différente de la mienne. Elle n'aurait jamais à se demander si ses parents l'aimaient autant qu'un frère ou une sœur. Elle n'aurait jamais à mériter l'affection par la conformité ou à mesurer sa valeur par rapport aux réussites de quelqu'un d'autre. La thérapie que j'avais commencée après le procès s'est poursuivie même après notre déménagement. J'ai trouvé une nouvelle thérapeute dans notre ville, une femme nommée Dr. Angela Morrison, spécialisée dans les traumatismes familiaux. Nos séances m'ont aidé à traiter non seulement l'agression elle-même, mais aussi toute une vie de violence psychologique qui l'avait précédée. La violence de votre mère n'était pas un incident isolé, a expliqué le Dr. Morrison lors d'une séance. C'était l'escalade d'un schéma qui avait toujours été là. Le favoritisme, l'amour conditionnel, l'utilisation de l'argent pour le contrôle, c'étaient toutes des formes de maltraitance. Elles n'étaient simplement pas aussi visiblement dramatiques. Comprendre cela m'a aidé à cesser de me demander si j'avais d'une manière ou d'une autre mérité ce qui s'était passé. Le récit que ma famille avait tenté d'imposer était que j'avais été égoïste et ingrate, que mon refus de partager avait provoqué une réaction excessive malheureuse. Mais le docteur Morrison m'a aidé à voir ce cadre pour ce qu'il était, la justification d'un agresseur. Des parents normaux ne frappent pas leurs filles enceintes, a-t-elle dit simplement. Aucune provocation ne rend cela acceptable. Le fait que votre père et votre sœur aient ensuite empêché les secours montre que ce n'était pas le mauvais moment d'une seule personne. C'était un dysfonctionnement systémique. Sophia s'est épanouie malgré son départ difficile. À son premier anniversaire, elle avait rattrapé son retard de développement par rapport aux autres enfants de son âge. Elle était curieuse et joyeuse, avec le sourire facile de Trevor et ce que mon mari appelait en plaisantant ma détermination têtue. En la regardant grandir, je me demandais parfois à quoi pensait ma mère en prison. Si elle regrettait un jour ce moment de violence ou si elle croyait toujours que j'avais été égoïste de refuser de financer la vie de ma sœur. J'espérais qu'elle le regrettait. J'espérais que chaque jour dans cette cellule lui rappelait ce qu'elle avait perdu.
Elle ne rencontrerait jamais sa petite fille, ne verrait jamais Sophia faire ses premiers pas ou n'entendrait jamais ses premiers mots. Elle avait échangé tout cela contre 17 000 € et la satisfaction de remettre sa fille non favorite à sa place. L'instructrice de yoga, Sarah, est devenue une amie inattendue. Elle nous rendait visite de temps en temps, apportant toujours des cadeaux attentionnés pour Sophia et s'enquérant de notre adaptation. Autour d'un café un après-midi, elle a avoué quelque chose qui lui pesait. « J'ai failli ne pas sauter », a-t-elle confessé en fixant sa tasse. Pendant ces 10 minutes, je n'arrêtais pas de penser que quelqu'un d'autre le ferait. Que ta famille t'aiderait sûrement. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Pourquoi as-tu finalement aidé ? Ai-je demandé. Parce que j'ai regardé Nathalie ouvrir un autre cadeau et rire avec ses amis comme si de rien n'était, a dit Sarah lentement. Et j'ai réalisé que personne d'autre n'allait rien faire. Qu'ils allaient tous te laisser mourir. Je n'aurais pas pu vivre avec moi-même si j'avais laissé faire ça. Tu as sauvé 2 vies ce jour-là, lui ai-je dit sérieusement. Sophia ne serait pas là sans toi. Elle s'est mise à pleurer alors, et j'ai compris. Le traumatisme d'avoir été témoin d'une cruauté aussi délibérée, d'avoir été la seule personne prête à agir alors que 30 autres restaient immobiles, avait aussi laissé sa marque sur elle. Nous avons pleuré ensemble cet après-midi-là, traitant l'incompréhensible ensemble. Le jour du 2e anniversaire de Sophia, j'ai reçu une lettre de la prison de ma mère. Elle avait été transmise par Patricia, mon avocate, qui m'avait appelé pour me demander si je voulais la recevoir avant de la faire suivre. J'avais dit oui, par curiosité morbide. La lettre faisait 4 pages, écrite de l'écriture familière de ma mère. Elle s'excusait abondamment, affirmait qu'elle pensait à ce qu'elle avait fait chaque jour, suppliait pour avoir une chance de rencontrer sa petite fille un jour. Mais enfoui dans le 3e paragraphe se trouvait une phrase qui révélait tout. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu n'as pas simplement pu aider ta sœur comme une famille devrait le faire. J'ai brûlé la lettre dans la cheminée et je n'ai jamais répondu. Certaines personnes sont incapables de réels changements ou de remords sincères. Elles ne peuvent voir le monde qu'à travers le prisme de leur propre logique tordue, éternellement victimes des circonstances qu'elles ont créées. La vie a continué, parce qu'il le fallait. Trevor a été promu contremaître dans son entreprise de construction. J'ai repris mes études et obtenu un diplôme en administration des soins de santé. Sophia a commencé l'école maternelle et s'est fait des amis facilement, son caractère ensoleillé attirant les autres enfants comme des papillons de nuit vers la lumière. Elle ne savait rien de la violence qui avait précédé sa naissance. Et si ça ne tenait qu'à moi, elle ne le saurait jamais. Parfois, dans les moments calmes, je repensais à cette baby shower, à la personne que j'étais avant que le poing de ma mère ne percute mon ventre, avant de comprendre les véritables profondeurs de la cruauté familiale. Cette version de moi nourrissait encore l'espoir qu'un jour mes parents pourraient m'aimer comme ils aimaient Nathalie. Elle avait été naïve et désespérée d'approbation. La femme que je suis devenue a compris que certaines personnes ne sont pas capables de l'amour que vous méritez, et que c'est le reflet de leurs limites, pas de votre valeur. J'ai construit une famille avec Trevor et Sophia qui fonctionne sur le respect mutuel et l'affection sincère. Mes parents seraient libérés de prison un jour. Ma mère quand Sophia aurait environ 12 ans, mon père quand elle en aurait environ 5. J'avais déjà pris des dispositions avec mon avocate pour déposer des ordonnances restrictives le moment venu. Ils n'auraient aucun accès à ma fille, aucune opportunité d'empoisonner sa vie avec leur version toxique de la dynamique familiale. Au 4e anniversaire de Sophia, elle a demandé pourquoi elle n'avait qu'une seule paire de grands-parents alors que son amie de la maternelle en avait 2. Trevor et moi avons échangé un regard à travers la cuisine où nous préparions son gâteau d'anniversaire. Certaines familles sont plus petites que d'autres, lui ai-je dit prudemment. Mais ça ne les rend pas moins importantes. La qualité compte plus que la quantité. Elle a accepté cette explication avec la résilience facile de l'enfance et est partie jouer avec ses nouveaux jouets. Trevor m'a prise dans ses bras, comprenant le poids de cette simple question. « Tu es une mère incroyable », a-t-il murmuré dans mes cheveux. « Elle a de la chance de t'avoir. » Nous avons de la chance de nous avoir, ai-je corrigé, en parlant de nous 3. Dehors, le soleil brillait. À l'intérieur, le rire de notre fille résonnait dans la maison que nous avions construite ensemble. Le passé ferait toujours partie de mon histoire, mais il ne définissait pas mon présent ni ne déterminait mon avenir.
J'avais survécu au fait d'avoir été frappée, noyée et abandonnée par les personnes qui auraient dû me protéger. J'en étais sortie plus forte et plus certaine de ce qui comptait vraiment. La famille, ce n'est pas une question de s'en partager ou d'obligation. C'est être présent, se choisir chaque jour et protéger les gens que l'on aime, même quand c'est difficile. Surtout à ce moment-là. J'avais appris cette leçon de la pire manière possible, en flottant inconsciente dans une piscine pendant que mes parents et ma sœur regardaient sans bouger pour m'aider. Mais je l'avais aussi apprise de la meilleure manière possible, grâce au courage de Sarah, à la dévotion de Trevor et à l'existence de Sophia. L'épargne pour bébé que j'avais refusé de donner était destinée à l'avenir de ma fille. En la protégeant, je l'ai protégée d'une manière que je n'aurais pas pu anticiper. Cet argent a aidé à construire la vie qu'elle méritait, à financer le procès qui a tenu ses agresseurs responsables, et à démontrer que rester ferme sur ses limites n'était pas égoïste. C'était la survie. Parfois, la survie ressemble à dire non. Parfois, elle ressemble à porter plainte contre sa propre mère. Parfois, elle ressemble à brûler des lettres, à bloquer des numéros et à construire des murs si hauts que les personnes toxiques ne peuvent jamais les escalader. Et parfois, dans les moments calmes, en berçant sa fille pour l'endormir, la survie ressemble à la paix. Durement gagnée, férocement protégée.